Bonjour et bienvenue sur notre plateforme France.tv. Pour ce débat consacré à l'élection municipale des 15 et 22 mars, on va parler aujourd'hui de la commune de Valbonne avec 3 candidats qui sont avec moi sur ce plateau et que je vous présente tout de suite. Joseph Césaro, bonjour. N'oubliez pas votre micro. Vous êtes, Bonjour. vous êtes le maire sortant, hein, et vous êtes tête de liste Futur et Nature. Vous êtes sans étiquette. Marc Donis, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Valbonne Sophia que nous aimons. Vous êtes une liste sans étiquette, citoyenne et écologiste de rassemblement. Vous êtes à titre Et social. et social et vous êtes à titre personnel au Parti socialiste. Et puis Christophe Ettoré, bonjour. Vous êtes tête de liste Valbonne. Valbonne, rappelez-moi le nom. Valbonne Sophia Voilà, Antipolis, au Valbonne cœur du Sophia futur. Antipolis, au cœur du futur, et vous êtes sans étiquette. Alors, ce débat est assez particulier parce que vous avez tous été maire de Valbonne, on va en reparler, à tour de rôle, et donc Joseph Césaro, vous êtes le maire sortant. Je rappelle d'ailleurs, pour replacer tout ça dans le contexte, les résultats de 2020, donc de la dernière élection municipale, il n'y avait eu qu'un tour. Joseph Césaro, vous l'aviez emporté avec 45%. Non, 2 tours. Il y avait eu 2 tours, pardon. Joseph Césaro, vous l'aviez emporté avec 45%. Christophe Ettoré, vous aviez été deuxième avec 28%. Et Marc Donis, vous aviez été troisième avec 25%, effectivement, au terme de 2 tours. Alors, on va voir plusieurs parties dans ce débat. D'abord, on va voir quel est votre ressenti sur la campagne de terrain. On va voir aussi pourquoi vous décidez de repartir à cette élection. On va parler de vos programmes de campagne, on va parler bien sûr du village de Sofia, et puis on va voir les temps forts que vous proposez dans votre programme pour cette élection municipale, et on conclura par vos priorités dans le mois qui suit encore de campagne. Alors, la campagne sur le terrain, la question est la suivante. Est-ce que vous voyez un intérêt local pour cette campagne? Est-ce qu'on vous parle que de thèmes locaux ou est-ce qu'on vous parle également du contexte national ambiant, c'est-à-dire les problèmes du budget, la dissolution, la pagaille qu'on voit un petit peu à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Joseph Césaro. Alors d'abord, je voudrais donner un complément dans votre présentation, puisque je présente une liste qui est citoyenne, participative, environnementale et solidaire. Je pense que c'était important parce que, évidemment, vous avez décliné la qualité des autres listes. Concernant notre campagne, nous l'avons démarrée depuis le mois de septembre. On a rencontré l'ensemble des quartiers de notre commune. Et pour répondre à votre question, la politique nationale interfère simplement dans la question de l'incidence sur nos finances. Pour le reste, les habitants sont intéressés au développement de leur quartier, au développement de la commune et évidemment à toutes les questions qui sont liées à la solidarité et à l'environnement. Pardon. C'est-à-dire qu'on vous demande si les problèmes de finances au niveau national ne vont pas impacter vos budgets communaux, c'est ça? Oui, puisque on a à plusieurs reprises parlé de l'incidence sur les collectivités territoriales du budget. Et d'ailleurs, alors petite parenthèse, mais on en profite puisqu'on est là. Est-ce que c'est exact? Est-ce Alors, que le budget, vous avez dû voter un budget primitif, je pense? non, Un but, nous n'avons pas encore pas abordé le encore, budget d'accord. Mais dans la commune. est-ce que ce budget, vous allez devoir le réduire en fonction du contexte national? Alors déjà, on va prendre l'exemple de 2025. Ouais. On a les résultats du budget. On a une épargne brute à 3 millions et on a eu un prélèvement de 500 000 euros par l'État. Et donc, on aurait eu un résultat brut encore meilleur si l'État n'avait pas fait cette ponction. Alors, Marc Donis, sur le terrain, intérêt local, est-ce qu'on vous parle de la campagne nationale? Très honnêtement, c'est vraiment l'intérêt local qui prime. Les rares fois où a été abordée la situation nationale, il y a, on sent avant tout un dégoût de la politique, ce qui est vraiment, et qu'on ne peut que comprendre et hélas partager. Les questions des finances nationales sont revenues effectivement, mais j'allais dire de façon presque anecdotique. Et j'ai senti une profonde séparation entre
ce qui sera un vote national le moment venu, et l'échéance municipale, où là, c'est beaucoup plus, bon, qu'est-ce qui va se faire dans mon quartier, où va notre commune, comment on peut encore mieux vivre. Là, vraiment, ce sont des questions Mais les premières. gens qui vous disent, parce qu'on n'a pas voté depuis la dissolution, en fait, hein, Ouais. c'est la première élection depuis la dissolution, les gens qui vous disent qu'ils en ont un peu marre de ce qu'ils voient à la télé, la pagaille Mm. nationale, ils ont pas l'intention de se défouler, par exemple, au municipal, sans tenir compte des enjeux locaux. Très honnêtement, j'ai pas senti ça. J'avais une crainte sur le fait que cet éloignement de ce qui se passe et un certain rejet de que partager, comprendre. euh, J'avais un peu une crainte que cela se ressente dans le taux de participation. Or, je sens plutôt les gens désireux de pouvoir intervenir dans la vie locale. Et paradoxalement, il y a une sorte de repli un peu sur quelque chose sur lequel on a des capacités de pouvoir agir, de pouvoir faire. Donc c'est plutôt encourageant. Christophe Ettoré, même question, est-ce que vous le ressentez ça? C'est-à-dire, est-ce que les gens se disent, bon, bah, effectivement, au niveau local, en fonction des projets qui me sont proposés, je vais pouvoir voir peut-être ma vie changer, hein, mon quartier évoluer, c'est de la proximité, alors que le national paraît beaucoup plus loin. Oui, effectivement, dans les rencontres que je fais également, les gens parlent surtout du local. Je ne ressens pas tellement l'enjeu national dans cette élection. L'image d'ailleurs qui est donnée de la politique au niveau national, on peut la regretter, mais reflète ce qu'est l'état de notre démocratie aujourd'hui. Et les gens découvrent un Parlement qui fonctionne, un Parlement qui débat, un Parlement qui recherche des compromis. On a connu avec les systèmes majoritaires depuis des décennies des parlements qui ne faisaient que suivre l'exécutif. Mais je vous dis, ça ne se ressent pas tellement sur le terrain. Moi, ce que je vois, c'est que l'engouement de la population me semble évident, et notamment, nous sommes en 2026, avec l'importance des réseaux sociaux ou de l'Internet, où on voit que de nombreux échanges, posts, commentaires et commentaires des commentaires se font déjà sur l'élection municipale depuis plusieurs semaines. Alors je précise d'ailleurs que beaucoup d'extraits de cette émission partiront aussi sur les réseaux sociaux. Ça correspond un peu à ce que vous dites. Continuez. J'en appelle d'ailleurs au respect de nous tous par rapport à ces échanges, sur les réseaux sociaux. En sachant que, en tout cas, nous ne publions pas certaines publications qui pourraient paraître caricaturales ou autres. Nous présentons notre projet, nous présentons nos idées. Nous publions effectivement des textes, des témoignages qui sont factuels, qui sont vérifiables et qui décrivent ce qui se passe dans notre commune. Le respect sur les réseaux sociaux, vous avez un peu tiqué, Joseph Césaro. Pourquoi? Bah, écoutez, Monsieur Ettoré parle de témoignages. Il a publié un témoignage qui mettait en cause la mission locale. La mission locale a dû intervenir, a dû lui demander de retirer ce témoignage. Donc effectivement, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'a pas tout à fait le comportement qu'il vient de décrire. Christophe Ettoré, vous voulez répondre, allez-y. Oui, je vais y répondre brièvement. C'est vrai que c'est une mise en cause de la mission locale quelque part dans son action, que je connais bien, dont j'ai été vice-président pendant des années, mais avérée sur des faits réels, où une jeune femme qui avait un projet s'est vue éconduire par la mission locale. Alors c'est vrai que c'est un problème de fonctionnement, mais on peut ne pas favoriser l'expression aussi de chacun et leur refuser ce droit d'expression. Alors, je le disais en vous présentant la particularité de cette élection, c'est que vous avez tous été maires. Alors, c'est assez rare. Je crois même que c'est un cas unique dans les Alpes-Maritimes. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, mais pour rappeler un peu le contexte, Marc Daunis, vous étiez maire. Vous avez dû quitter vos fonctions parce qu'il y a eu une loi qui a été votée sur le non-cumul des mandats. Non, mais en tout cas, vous étiez sénateur. Oui, j'étais sénateur, mais Alors, en rappelez-nous 2016, pourquoi vous avez non, en quitté. 2016, la loi intervenait beaucoup plus tard. En 2016, c'est simplement parce que il était souhaitable, pour des raisons personnelles, que je fasse un peu une pause. Séparation, enfin, je ne vais pas rentrer dans un étalage Non, mais personnel. c'est pas le lieu On dont vous avait, partez. on avait revu le dispositif de façon à ce que ça fonctionne, Mm. pensait-on, au mieux, et puis il n'en a pas été ainsi. Et donc, j'avais à l'époque transmis
la fonction au premier Ouais, adjoint. alors Christophe Ettoré. Bon, alors Christophe Ettoré, ensuite vous êtes maire, ensuite il y a l'élection. C'est Joseph Césaron, on ne fait pas toute l'histoire. On revient au présent. La question qui peut se poser pour tous les trois, alors pour vous c'est plus simple, Joseph Césaron, mais pourquoi vous avez voulu repartir? Pourquoi vous avez voulu revenir dans la bataille? Alors Marc Donis tout d'abord. C'est quoi? Est-ce que c'est est-ce que vous voulez, c'est une revanche de 2020? Qu'est-ce Wow. que c'est? Non, vous savez, j'ai 70 ans, ça doit être quelques années de moins, mais guère que M. Césaro. Et j'ai été sénateur, conseiller régional, maire pendant 20 ans. Et je ne cherche pas honneur ou reconnaissance des marchés gothiques. Non, c'est simplement que je suis au service de ma commune depuis 37 ans maintenant, oui. Je l'aime profondément, passionnément. Et on a fait le travail dans l'opposition, puisque nous avions été élus aussi pour cela, par respect pour nos Mais Marc Denis, concitoyens. si vous revenez, Et, c'est que, et avant de rentrer dans le programme, si vous revenez, c'est que ce qui se passe en ce moment vous convient pas. c'est exactement ce que j'allais vous dire. Allez-y. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester comme cela, inactif, quand on voit les finances se dégrader, le personnel municipal en souffrance avec des manifestations de management toxique, puis une perte d'âme de notre commune dans ses capacités d'innovation, d'animation. Et je pensais qu'il fallait réagir, ce qui était sollicitation de beaucoup de nos concitoyens, et puis essayer de remettre notre commune sur des bons rails. Alors à l'époque, j'ai proposé de dépasser les vieilles haines recuites, bon, sans rien oublier de ce qui pouvait se passer, mais se tourner vers l'avenir et se mettre à la hauteur de l'enjeu pour notre commune. Et cela, je regrette, bon, la division, c'est la démocratie, c'est ainsi. Il va falloir que maintenant on aille de l'avant pour notre commune. Alors bien sûr, vous Et allez qu'il y ait un pouvoir répondre rassemblement à le plus Joseph large qui Césaro se à fasse. tout ça. Christophe Ettoré, même question, pourquoi vous revenez? Alors je parlais de revanche de 2020, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu simpliste, il y a peut-être aussi cet aspect-là, mais qu'est-ce qui vous motive sur le fond? Là aussi, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe en ce moment. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout une revanche par rapport à 2020. Je dois dire que même tout en siégeant dans l'opposition, j'ai pris ma retraite depuis quelques années. J'ai d'autres occupations. Et si ce qui se passait dans la commune aujourd'hui m'avait convenu, je n'aurais pas Alors présenté qu'est-ce qui cette vous convient candidature. pas? Qu'est-ce qui vous convient pas? Alors, moi aussi, j'aime Valbonne Sophie Antipolis, comme nous tous. Je la sers également depuis 25 ans. J'ai pu exercer aussi beaucoup de fonctions de conseiller municipal, d'adjoint au maire, de maire. Donc j'ai servi la commune. Je la connais, je connais tous les projets qui y sont menés. Nous avons effectivement des différences d'appréciation sur le cap qui est pris aujourd'hui, puisque votre slogan, Monsieur Césaro, c'est gardons le cap. Mais moi, ce cap ne me convient pas. Je pourrais en prendre quelques exemples qui ont été cités. L'orientation des finances communales. Effectivement, on aura l'occasion sans doute de reparler, mais alors que la situation était très saine de ce point de vue-là en 2020, avec des réserves financières importantes, aujourd'hui nous arrivons à une situation où la quasi-totalité des réserves vont être épuisées, où le fonctionnement, les charges de fonctionnement ont augmenté et ne permettent plus de dégager de marge de manœuvre pour l'investissement. Je prendrai quelques exemples aussi, un peu de la gabegie qu'il y a eu sur certains dossiers, une piscine municipale qui a coûté plus de 7 millions d'euros pour être exploitée en été, 2 ou 3 mois dans l'année. Donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir pour essayer de l'exploiter plus longuement. Les travaux dans une école à l'île Verte où on arrive à 11 et quelques millions d'euros, quasiment le prix d'une école neuve pour une école qui a 30 ans. Alors on voit depuis 6 mois des travaux dans tous les secteurs. Je pense que notre commune est devenue aussi inexistante à la communauté d'agglomération. On s'est fait imposer par la communauté d'agglomération de reprendre par exemple la gestion de la ZAC des Clozones, chose que j'avais refusée à l'époque, où on s'est fait échanger des terrains, des espaces de forêt qui n'ont aucune valeur, j'allais dire marchande. Je sais que vous allez parler de votre amour de la forêt, que nous aimons tous d'ailleurs, contre des terrains sur la zone des Clozones avec une vraie valeur. Et on voit d'ailleurs ce terrain est vendu aujourd'hui pour 4,9 millions d'euros.
La gestion aussi du dossier Open Sky, du Alors ça, village, on va faire village une de partie, Sofia, on va faire voilà, une partie là-dessus. on le détaillera, mais pour laquelle, d'ailleurs, ça a été aussi une des causes de notre désaccord avec M. Donis, et pour lequel, tout au long de ce mandat, j'ai été en désaccord avec la façon dont était géré ce dossier. Alors, c'est un peu la règle, hein, puisque c'est pas 2 contre 1, mais ça va y ressembler quand même. Donc, on va vous laisser répondre, Joseph Césaro. Moi, j'ai retenu quand même un point commun de vos 2 adversaires, c'est les finances publiques, qui seraient donc mal en point. Vous allez nous répondre. J'ai noté aussi, de la part de M. Donis, un manque d'âme, peut-être de vie, de sens collectif, si j'ai bien compris, au sein de la commune. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, sur les finances, on a un organisme indépendant qui nous a donné une note A2+, la meilleure note étant A3+, mais A3. Bon, dont acte. Je viens de rappeler que la marge brute de 2025 est à 3 millions. Si on n'avait pas eu la ponction ministérielle, on serait à 3 Expliquez-nous ce millions. que c'est la marge brute, tout le monde ne connaît pas. La marge forcément. brute, c'est ce qui nous permet d'investir pour l'avenir. Ok. Et puis, j'entends que j'ai fait de la gabegie. Alors, la piscine, effectivement, elle a coûté beaucoup parce que, d'une part, on pensait la rénover. Il a fallu faire une démolition-reconstruction, ce qui a évidemment augmenté les coûts. Mais pour la commune, le coût global était de 2 millions et quelques, puisqu'on a réussi, enfin, je suis moins bon orateur que négociateur, j'ai réussi à avoir des financements et du département, et de la CASA, et de la région. Ce qui fait qu'on a un équipement d'excellente qualité pour un prix raisonnable. Je crois que M. Ettoré nous dit qu'il veut restaurer l'âme de Valbonne. Son mandat a donné lieu à 20 millions d'investissements. M. Donis, en 2014, était à 34 millions. Nous en sommes à plus de 55. Et donc, on a beaucoup investi pour la commune. On lui a donné une prestance. Je rappelle que le trottoir de Pierrefeu, par exemple, que vous auriez pu rénover et qui est resté une dizaine d'années en déshérence, qui amenait au cimetière, c'est nous qui l'avons rénové, qui lui avons donné une belle qualité. Pour ce qui concerne l'avenir, j'ai un projet qui est très porteur. Et en ce qui concerne la technopole, j'étais hier avec la ministre qui est venue nous rencontrer pour parler du quantique. Et j'ai soutenu évidemment avec Jean Lenetti le fait qu'on veuille que notre technopole soit leader sur la question du quantique. Donc je crois que, je vais en terminer là, je crois que je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait pendant mon mandat. Et le mandat suivant sera pour les Valbonnais de très bonne qualité. Je voudrais que vous répondiez sur un point qui a été abordé par Christophe Ettoré, c'est l'affaiblissement de la commune au sein de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Alors, j'insiste, hein, non, mais je parle de ça parce que c'est des élections municipales et communautaires, c'est-à-dire qu'on va élire aussi les représentants à la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Je vais vous répondre que la communauté d'agglomération nous accompagne tous les jours sur tous nos projets. Je vais prendre l'exemple de la gendarmerie qu'on doit déplacer. Le terrain qui devait être acquis par la commune lorsque Marc Donis en a parlé était à 4,5 millions. La communauté d'agglomération nous le propose aujourd'hui à 2,5 millions. On a changé le règlement des fonds de concours à ma demande pour qu'ils puissent nous intervenir sur ce sujet. Donc j'ai évidemment l'oreille de Jean Leonetti et je crois que nous avons une place tout à fait honorable à la CASA. 2 questions avant de passer au village de Sofia, ça va être une grosse partie de l'émission, et puis à vos programmes respectifs. 2 questions assez rapidement. D'abord à Marc Donis et Christophe Ettoré, je vais vous la poser de façon assez brute. Est-ce que c'est fini entre vous ? Ou est-ce que... Non, mais... Capri, c'est fini. Non, voilà. Non, mais vous savez bien ce à quoi tout le monde pense, c'est-à-dire que éventuellement, s'il y en a un des deux qui est au second tour, peut-être les deux, j'en sais rien, est-ce que vous pourriez fusionner ? Est-ce que vous vous parlez encore ? Est-ce que vous pourriez vous désister au profit l'un de l'autre ? C'est important pour les Valbonnais qui vont voter. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, nos désaccords portent sur le fond, sur des dossiers importants qui se sont avérés, notamment par rapport à la gestion du dossier d'Open Sky.
nous sommes en démocratie et nous arrivons à nous parler. Nous avons constaté que nous ne pouvions pas repartir ensemble au vu des désaccords que nous avions Au premier tour. au Et premier tour. après Et après, déjà, nous verrons ce que l'avenir nous dira, nous verrons les différents résultats. Mais moi, je prends d'ores et déjà l'engagement public que si notre liste arrive troisième lors du premier tour, nous ne désisterons. Alors attendez, on précise troisième en dessous de 10, hein, c'est ça que vous voulez dire? Non, troisième. Troisième, même si vous pouvez vous maintenir. Même si nous pouvons nous alors, attendez, on maintenir, précise nous nous ça parce que c'est désisterons important. au second tour si nous sommes troisième. Si vous faites plus de 10, vous pouvez vous maintenir, vous vous désisterez et vous donnerez des consignes de vote? Nous nous désisterons. Oui. Nous verrons le moment venu. Et vous donnerez des ce consignes que de nous vote? ferons. Nous verrons le moment venu Oui, ce que nous ferons. c'est ça qui serait important de savoir. Donc, bon, bref, on Mais retient. en tout parce cas, que nous nous désisterons si nous arrivons troisième. donc, il n'y aura pas de triangulaire à Valbonne. Ben non, si vous êtes troisième et que vous vous désistez, il n'y aura pas de triangulaire. Il y aura Si nous sommes troisième. Oui, si vous êtes troisième. Oui, effectivement. Oui. Si vous êtes deuxième, vous restez, bien sûr. Marc Donis, est-ce qu'il est possible que vous vous retrouviez par miracle au second tour Par avec miracle. Christophe Ettoré? Non, j'ai compris que c'était un peu vous parler, mais bon, vous Non, mais partez pas en vacances attendez, ensemble. C'est faut un être peu cohérent. tendu. Non, mais il faut être cohérent. À partir du moment où j'ai appelé au rassemblement, dès le premier tour, bien sûr que le deuxième tour, il faudra, sous une forme ou sous une autre, se rassembler. Revivre ce qui s'est passé en 2020, avec les conséquences que ça a eues, c'est totalement irresponsable pour cette commune. Donc la réponse, elle est d'une clarté totale. Et donc, Nous du nous coup, rassemblerons. Christophe Ettoré m'a inspiré une question. Si vous êtes en position de vous maintenir, c'est-à-dire à plus de 10% et que vous êtes troisième, est-ce que vous restez, est-ce que vous vous désistez? Il me semblait que ma réponse était claire. Nous nous rassemblerons sous une forme ou une autre. Donc vous vous désisterez. Mais soyons clairs. Enfin, si je n'avais pas des inquiétudes par rapport à l'avenir de cette commune, différents titres. Tout à l'heure, on parlait des finances. Bon, Christophe Ettoré a été gentil parce que la piscine, par exemple, c'est pas. On est passé de 3 millions 2021 coût d'objectif à 7 millions et demi. L'école de l'île verte, coût d'objectif 4 millions 6. On est à non plus 11, mais 14, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça a failli. Il y a là-dessus une non-maîtrise des projets. Or, les subventions, bon, vis-à-vis de la CASA, elles sont automatiques sur la base de pourcentage. Bon, et donc, dans tous les cas, et c'est ce que je voulais dire, dans tous les cas, c'est de l'argent public. C'est pas de l'argent qui vient comme ça, de l'argent magique. Ce qui n'est pas pris dans la poche du contribuable valbonnais au nom des finances communales, l'est au niveau du département, au niveau des finances de l'État. Donc, au moment où on voit les difficultés de notre pays pour boucler des budgets, réduire une dette, s'enorgueillir de pouvoir comme ça exploser les budgets en se disant il y en a d'autres qui vont éponger à notre place, ce n'est pas, c'est pas un comportement citoyen. Alors il faut que vous répondiez, Joseph César. Oui. Alors d'abord, il y a eu des chiffres qui ont été avancés là. Est-ce que ces budgets, ils explosent vraiment comme ça? Alors, le prix de la piscine, encore une fois, je l'ai annoncé, on voulait faire de la rénovation, sauf que mes prédécesseurs ont laissé l'immobilier de la commune en déshérence complète. Partout, partout, on a de l'immobilier qui tombe en ruine. Je vais prendre un exemple qui n'est pas la piscine. La salle où était Culture Danse, les plafonds se sont effondrés. On a mis des étais, on a attendu l'air du temps. Donc nous avons pris des mesures et effectivement, ça coûte plus cher lorsque l'immobilier est resté en déshérence pendant énormément d'années. Alors effectivement, on n'est pas à 7 millions, on est à 6,2 millions lorsqu'on aura récupéré la FCTVA. Et encore une fois, je rappelle qu'on est passé
d'une rénovation qu'on pensait possible à une démolition-reconstruction. On a un équipement public qui est extraordinaire, on a une salle qui sert aux habitants pour leur fête, pour le quartier, et je crois que ça répond vraiment à une demande des habitants. Concernant l'école de l'île verte, effectivement, le projet avait été confié à la SPL PACA. Ils avaient fait un projet minimal qui a été retoqué par les bureaux d'études lorsqu'on est arrivé. Il a fallu qu'on repense complètement la situation. On a reconstruit une crèche et on se retrouve devant des difficultés structurelles du bâtiment. Le bâtiment, il a été mal conçu à l'origine. C'est un très beau bâtiment, mais lorsque on a eu des problèmes de toiture, j'ai proposé à ce qu'on remette des toitures neuves. Les murs ne supportent pas. Donc il faut étayer, il faut faire des investissements supplémentaires. Effectivement, les prix ont augmenté. On n'est pas à la valeur que M. Denis a indiqué, mais on est évidemment à 11 millions. Alors, je vais vous poser une question avant de passer au village de Sofia. Vous me répondez très vite là-dessus. Oui. Oui, moi j'aurais voulu compléter quand même par rapport au sens de mon élection sur la question des différentes étiquettes quand même politiques des différents candidats. Nous avons quand même un candidat, M. Césaro, qui en 2020 avait le soutien d'Europe Écologie, Les Verts, un certain nombre de partis. Je crois que je l'avais avoir vu sur vos publications de l'époque. Une liste aussi en 2020 de M. Denis qui était soutenue par différents partis politiques. Moi, je tiens à affirmer que notre liste est vraiment une liste sans étiquette, avec des gens de sensibilités politiques différentes, je le revendique, des gens qui sont plutôt de droite, des gens qui sont plutôt de gauche, et qui sont rassemblés uniquement autour de valeurs communes qui nous semblent fondamentales et du projet que nous présentons à la population. Et je pense que ça correspond réellement à ce qu'attendent les habitants aujourd'hui d'une élection au niveau communal. Alors, moi, je vais vous poser une question. Vous me répondez très rapidement, on ne perd pas de temps là-dessus, mais il y a des gens qui ne sont pas de Valbonne qui vont regarder ce débat. On commence à en avoir fait pas mal de débats, on va en faire d'autres. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez des différences de programme, mais vous avez un peu quand même le même profil. Bref, on a l'impression qu'il n'y a pas d'extrême représenté à Valbonne. Il n'y a pas de France Insoumise, il n'y a pas de Rassemblement National. Est-ce que ça correspond à une démographie de Valbonne? Peut-être c'est pas ce qu'il y a à Sofia. Je pose vraiment la question par curiosité. Je ne suis pas la seule à me la poser à la rédaction, on en a parlé entre nous. Comment vous expliquez ça? Vous me répondez vite là-dessus. Je crois que c'est la caractéristique de Valbonne. C'est une commune qui est apaisée, dans laquelle il fait bon vivre. Je crois que les gens recherchent simplement une amélioration de leur qualité de vie et je crois que c'est ce qu'on propose. Marc Denis. Oui, je crois qu'il y a une tempérance qui est cultivée depuis déjà bonne trentaine d'années, qui fait qu'on est plus préoccupé par l'attention aux autres que par les étiquettes politiques. Liste de rassemblement, la liste que je conduis est à cette image aussi, de rassemblement, de sensibilités diverses, et avant tout unis par... le nom de la liste, Valbonne-Sofia que nous aimons, résume beaucoup de choses. Ce sont des gens qui veulent faire quelque chose pour leur commune. Et puis, très honnêtement, les clivages au niveau politique, au niveau national, sur le terrain local, on les sent beaucoup moins, d'une part, et deuxièmement, on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement attractifs en ce moment. Et il y a on aussi... les sent moins à Valbonne, vous allez ailleurs, oui, on les sent. Oui, mais sur de la politique politicienne, on ne sent pas sur des vrais fondamentaux. Et puis je crois qu'au niveau de chaque individu, on ressent cette situation mondiale qui est extrêmement anxiogène. Enfin, on est là au bord de la guerre, on parle de guerre nucléaire comme si on parlait de la météo au café du commerce. On est dans une situation qui est profondément préoccupante, avec en toile de fond l'avenir de la planète. Toutes ces choses-là, ils pèsent. Et d'ailleurs, dans le programme communal, je dirai 2 mots tout à l'heure, on a essayé de reprendre un peu ces questions majeures qui fondent l'anxiété que peuvent ressentir les jeunes générations, mais aussi nos concitoyens en général. Christophe Ettoré. N'oubliez pas le micro. Oui, je pense que depuis de nombreuses années,
que je suis la vie politique à Valbonne-Sophie-Antipolis, ça a toujours été une constante. Les scores des partis extrêmes que vous citiez tout à l'heure ont toujours fait les scores les plus faibles du département, par rapport notamment aux grandes villes côtières, voire même certains villages de l'arrière-pays, où on pourrait se dire protégés de certaines difficultés que l'on peut trouver ailleurs. À Valbonne, ça a toujours été ça. Les extrêmes ont toujours fait des scores faibles, que ce soit alors aux élections locales, il n'y a jamais eu en plus de listes qui portaient ces couleurs-là, et surtout dans les élections nationales. On avait toujours les scores les plus faibles de ces partis extrêmes. Je pense que c'est dû essentiellement à la sociologie de notre population, parce que c'est vrai qu'avec Sophie Antipolis, nous avons un très fort pourcentage de cadres, voire de cadres supérieurs, de gens plutôt diplômés, surdiplômés. Et on le voit au niveau national dans les enquêtes, ce sont plutôt des gens qui ne sont pas aux extrêmes. Et puis aussi la particularité, je pense, de notre territoire, où nous sommes une ville à la fois, mais une ville à l'échelle humaine, une ville-village où les gens se connaissent aussi, se parlent, où on arrive à vivre peut-être mieux ensemble qu'on ne le fait dans certaines villes beaucoup plus urbanisées ou dans des petits villages où on sent beaucoup plus l'absence de services publics, un certain nombre de choses. Alors, on va passer au village de Sofia ex-Open Sky. Alors, ça va nous tenir un petit moment, une dizaine de minutes, voire un quart d'heure, mais il faut vraiment là qu'on rentre dans le détail parce que c'est quelque chose d'important. Alors, on est allé à Valbonne en milieu de semaine. On a posé des questions à des habitants. Je vous propose d'écouter, c'est pas forcément représentatif, mais quand même, vous allez voir, la tendance est assez affirmée. Écoutez, ce sont des propos recueillis par Dominique Poulain et Marie Justet. Je trouve que c'est scandaleux, honnêtement, voilà quoi. Raser la forêt, pour faire un centre commercial alors qu'il y en a déjà pas mal sur la Côte d'Azur. Je comprends pas pourquoi on a pu faire un truc pareil quoi. Ces arbres qui ont été abattus, il faut qu'il y ait quelque chose quoi. On va pas laisser. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont contre, mais je trouve qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça a enlevé tout le charme de la forêt pour moi. Moi, je suis arrivée, ça fait 40 ans. Ça sert à rien, quoi. Je sais qu'apparemment, ça va coûter très cher à Valbonne, mais le seul problème, c'est qu'ils ont tout détruit. Mais si ça se faisait pas, ça me ferait pas de peine. Enfin, on n'en a pas besoin sur tout ce centre commercial. On a déjà Polygone Riviera à côté, qui s'appelle Rivière Promenade maintenant. On a Cap 3000 qui est devenu très très grand. Donc je suis pas sûr que ça soit d'une utilité publique. Alors, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai retenu 3 points. Il y a cette histoire de raser la forêt. C'est vrai que ça revient souvent. Est-ce qu'il y a d'autres centres commerciaux à Cagnes, Cap 3000 et puis, il y a cette histoire de dire, maintenant, on ne peut peut-être pas faire autrement. Il faut terminer. Et si on ne termine pas, est-ce que ça va coûter cher ? On va reprendre tout ça et on va reprendre dans l'ordre. Joseph Césaro, première chose, il vous a été beaucoup reproché en 2020 d'avoir trahi une promesse parce que vous aviez dit que ce qui s'appelait Open Sky à l'époque, vous en vouliez pas. Et puis finalement, sous une autre forme peut-être, ça aura lieu. Alors, est-ce que vous avez trahi votre promesse ? On reprend au début. Alors, c'est une question rhétorique. Évidemment, nous étions opposés au projet et dans un premier temps, alors je rappelle quand même qu'en 2020, on était à la période Covid, donc une assez grande difficulté. J'ai rencontré le promoteur, on lui a proposé une indemnisation de l'ensemble de ces terrains. Il n'était pas opposé à cette idée. On a quand même parlé de 40 millions à l'époque, ce qui était beaucoup. Et on s'est déplacé sur le terrain avec l'adjoint aux finances et pour rencontrer M. Journeau qui voulait nous montrer l'étendue de ce qu'il avait réalisé en termes de désamiantage du terrain. Il y a eu une altercation à ce moment-là et malheureusement, la position de M. Journeau a changé totalement. Un désaccord, vous voulez dire ? Non, il y a eu des mots malheureux qui ont été prononcés et ce sont des personnages qui ont de l'ego et il a rompu les négociations du point de vue de la vente de ces terrains. Devant le préfet, il a dit que son projet n'était plus à vendre et donc il a fallu composer. Il a fallu composer C'est-à-dire, même en payant, on ne pouvait pas revenir dessus, c'est oui, ça ? il avait en fait la légitimité du droit, un permis de purger de tout recours, et donc il a fallu composer.
En réalité, on a changé le nom de Open Sky en Village de Sofia parce qu'on a intégré dans ce projet, qu'on a diminué fortement, on est passé de 96 600 mètres carrés à 78 900, on est passé de 42 900 mètres carrés de surface commerciale à 30 300, et on a imposé un espace muséal qu'on avait évidemment indiqué. On a imposé le campus des métiers des qualifications. On a imposé des résidences étudiantes et on a posé 500 mètres carrés pour la banque alimentaire, pour le stockage. Bref, on a fait évoluer le projet. Et effectivement, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on avait annoncé pendant la campagne électorale. Alors, bon, on va voir maintenant ce que vous proposez pour la suite, parce que maintenant, il faut voir la suite. Je vais vous poser la question, vous reviendrez à la fin, Marc Daunis et Christophe Ettoré. Il y a une audience au niveau commercial qui va intervenir dans quelques temps. Je crois que la date n'est pas encore fixée, mais bon, on attend cette décision, ce jugement. Est-ce que vous proposez un projet alternatif? Quelle est votre position là-dessus, Marc Daunis? Le micro. Oui, par rapport au reportage, je rappelle quand même que l'étude environnementale qui avait été faite à l'époque qualifiait le tissu naturel de profondément dégradé, à l'image de celui qu'on retrouve dans les friches industrielles. Il y avait un arbre remarquable, le chêne, qui a été conservé. Par contre, les abattages, essentiellement, ils sont dus à l'arrivée du bus tram. C'est essentiellement là. D'autre part, il y avait dans le projet de requalification. Mais j'aimerais revenir sur qu'est-ce qui a motivé cet aménagement. Un constat simple. L'entrée principale de Sofia, profondément dégradée. Centrale à béton, polluante, des balustres, bien. Il fallait la requalifier, premièrement. Deuxièmement, problème de circulation. Cisaillement de départemental, embouteillage, mort même sur ces lieux. Les premières études montraient des dizaines de millions d'interventions. Le conseil, il s'agit départemental, le conseil départemental l'avait identifié en point noir, mais n'avait pas les financements nécessaires. Il fallait les trouver. Troisième élément, étude Sofia 2030, besoin de lieux de vie sur la technopole. Constat, les étudiants, bref, besoin d'un lieu de vie. Quatrièmement, étude faite par la communauté d'agglomération, on avait une sous-dotation sur le territoire en termes d'équipement de la personne et d'équipement de la maison. Bien. On constatait ce phénomène à proximité d'autoroutes, la multiplication des boîtes à chaussures de surface commerciale avec une surconsommation d'espace, avec un énorme parking. On s'est dit stop, il faut qu'on trouve un modèle économique, les surfaces commerciales le permettaient, pour pouvoir résoudre ces différents problèmes et, pardonnez-moi au passage, créer 1 millier d'emplois qui permettent une diversification des emplois créés sur la commune et éviter des trajets qui prennent tous l'autoroute d'ailleurs pour aller dans les surfaces commerciales dont on parle ou pour aller au travail. À partir de là, on a bâti ce projet avec à l'intérieur des éléments qui étaient particulièrement intéressants. Je prends la ressourcerie, recyclerie, l'incubateur de l'économie sociale et solidaire qui permettait de faire un complément par rapport à la création d'emplois sur Sofia, d'avoir aussi une vitrine des savoir-faire sophipolitains, un espace ludique. Bref, je ne vais pas revenir et décliner sur tout le programme, mais ma volonté, c'est que quand on reprendra ce projet, alors justement, c'est pouvoir ce que j'allais vous y demander. travailler. Qu'est-ce que vous là Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en là 2009, en 2012. Donc, il faut, premièrement, on est, et M. Césaro a raison là-dessus, dans un état de droit. On va voir quel est le jugement et il faudra acter sur l'existant et des droits de ceux qui sont titrés aujourd'hui. Deuxièmement, il va falloir sécuriser le dispositif. On a eu ce débat en conseil municipal, mais très honnêtement, aujourd'hui, on est dans une insécurité juridique sur ce dossier
forte. Je prends tout le secteur 2 qui représente environ 50 000 mètres carrés. La vente des terrains qui a été faite ne permet pas aux porteurs, si par exemple le propriétaire dépose demain un permis de construire, celui-là pourra être attaqué pour une raison toute simple, c'est que les modifications du PLU, la révision du PLU qui a été faite, ne peut pas résister devant un tribunal administratif par rapport au règlement de la ZAC. Je ne veux pas rentrer dans les considérations technique, mais cela veut dire qu'il y a une insécurité juridique qu'il faut à tout prix redresser. C'est un peu technique, Marc Denis. Du coup, pour ça, si on résume, quelle est la différence entre vos deux projets? C'est pour ça que je pense qu'il faut... On va acter, on était à 40 000 mètres carrés. Dans le permis modification, c'est 38 000 mètres carrés de surface commerciale, dont acte. Non, dans le permis, c'est 38. Dont acte. Après, il peut y avoir des lieux de stockage. Et bon. Mais peu importe, on ne va pas donc la différence, c'est quoi entre sur vous deux? ce qui fait que je pense qu'il faut réintroduire la ressourcerie, recyclerie, l'économie sociale et solidaire, toute cette partie vitrine de Sophia, pour que la culture scientifique et technique, qui est la marque de fabrique de Sophia et quelque part de notre commune, ait pleinement sa place avec des espaces ludiques. On avait prévu, par exemple... C'est possible avec ceux qui sont les responsables du projet? Mais tout à fait. On avait prévu, par exemple, un auditorium, de façon à ce que, avec un partenariat avec la Cité des Sciences, bref, qu'on retrouve cette dimension à partir des possibilités qui seront offertes par les jugements qui Joseph seront Césaro et ensuite Christophe Ettore. Oui, simplement, la présentation que Marc Denis vient de faire, c'est exactement la nôtre. C'est-à-dire que il fait appel aux scientifiques, etc. Nous avons installé sur notre territoire Terra Numérica, qui est la préfiguration de ce qu'on pourrait faire en termes de numérique et qui, aujourd'hui, irrigue toutes nos écoles avec du savoir scientifique extraordinaire du point de vue du numérique. On a même installé un passeport pour les enfants de CM2 sur le numérique. Donc je crois que, effectivement, la vraie question qui se pose, c'est comment va se dérouler l'après... excusez-moi, l'après cour d'appel de Marseille. L'après cour d'appel de Marseille, il y a deux issues possibles. Soit le permis est délivré, à ce moment-là, dont acte, et donc nous sommes dans un état de droit, donc on laissera faire. Soit il n'est pas délivré et le projet est caduc. S'il est caduc, dans les contrats qui ont été passés avec le promoteur, il doit revendre à la commune les terrains au prix d'achat qu'il a eu, mis à jour avec un A10. Je me suis déjà rapproché de l'établissement public foncier pour savoir s'il nous suivrait pour racheter les terrains, parce qu'effectivement, c'est des sommes qu'on ne sera pas capable d'avoir directement pour la commune. Mais on aura donc le rachat de ces terrains, et à ce moment-là, se posera la question avec les habitants du devenir. Christophe Ettore, donc votre position sur le village de Sophia? Oui, c'est un dossier complexe, effectivement, donc sans refaire tout l'historique. Effectivement, c'est un projet qui a été adapté au moment où il a été conçu, il y a pratiquement 20 ans maintenant. D'ailleurs, j'ai voté jusqu'en 2016 les délibérations, comme Madame de Borne, d'ailleurs, première adjointe aujourd'hui jusqu'en 2019, a voté non, parce qu'après on n'a plus de délibération portant sur Open Sky, puisque la gestion en était passée depuis début 2017 à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et effectivement, mon analyse a montré, qui n'est pas que la mienne, parce que la démocratie, c'est aussi écouter les habitants, c'est aussi écouter les associations. Et arrivé presque 20 ans plus tard, il apparaissait que ce projet n'était plus forcément opportun. Moi, je ne l'ai quasiment pas géré, puisque je répète, entre 2017, je suis devenu maire en octobre 2016, au 1er janvier 2017, la gestion est passée à la communauté d'agglomération, qui n'a rien fait pendant 2 ans et demi. Absolument rien, parce qu'il y avait le projet éventuellement de gare Clozone, ce qui au départ a fragilisé la SPL qui gérait ce projet-là grandement. Et puis en juin 2019, a voulu en repasser la gestion à la commune, ce que j'ai refusé d'ailleurs. C'était un point de désaccord que nous avions avec M. Donis aussi, à ce moment-là, qui voulait la reprendre. J'ai refusé de reprendre la gestion parce qu'effectivement, c'est un dossier en plus que je maîtrisais mal, ne l'ayant pas eu en charge, et sur lesquels les incertitudes financières étaient importantes. J'en avais été alerté d'ailleurs par le président de l'agglomération. Et
J'ai voulu, à partir de juin 2019, puisque les élections étaient prévues en mars 2020, ne pas obérer les possibilités pour le maire qui arriverait après d'arrêter éventuellement le projet. Par exemple, je n'ai pas fait la signature définitive de la vente des terrains, alors qu'effectivement, il n'y avait aucune clause de sortie dans la promesse de vente et qu'un tribunal, un jour, aurait pu nous obliger à le signer. On aurait pu aussi aller au tribunal en 2020. C'est ce qui m'est arrivé quand même. Ça aurait pu prendre quelques années déjà pour faire traîner le projet. Et donc, je n'ai pas vendu la vente des terrains. Là, de toute façon, n'étais pas en position, avec aussi les désaccords que nous avions, je n'avais plus quasiment de majorité au conseil municipal, d'engager une action dans ce sens-là. Alors là, demain vous êtes Une fois que c'est maire, acté, qu'est-ce qui se demain, passe donc j'aurai le même discours, évidemment. Si la loi s'applique et que le promoteur est en capacité de réaliser son projet, ben, il le réalisera. J'espère en payant les 21 millions de participation qu'il doit, qu'il ne paye toujours pas. D'ailleurs, en relisant la convention de participation, il aurait dû les payer quasiment 2 mois après qu'un permis de construire ait été purgé de tout recours. Est-ce que vous essaierez quand même de négocier quelques modifications au projet par voie de discussion à l'amiable? On peut toujours négocier quelques modifications, mais ça ne change pas la nature profonde de toute façon du projet. Je veux bien qu'on diminue de quelques milliers de mètres carrés la surface commerciale, ça ne change pas la construction globale qui est prévue. Et si donc s'ils ne le réalisent pas, nous réfléchissons effectivement nous aussi à un projet alternatif qui pourrait être réalisé, qui donnerait toutes les garanties juridiques et financières à la commune. Donc effectivement, il y a la question des terrains qu'il faudrait racheter à un moment donné. Et puis je pense, on repart sur une phase quand même un petit peu longue, parce que si on veut aussi prendre le temps de rediscuter avec les différents partenaires institutionnels, les associations, les habitants, les instances qui gèrent Sophia Antipolis, pour arriver à un projet qui corresponde aux besoins d'aujourd'hui du territoire, globalement de l'agglomération. Parce qu'on voit bien que nous sommes sur un point stratégique quand même de l'agglomération, entrée de Sophia Antipolis, Valoris, Antibes, Valbonne. Dans les pistes que nous avons, moi, nous sommes plutôt sur des activités type activités de loisirs. Parce que moi, je veux bien qu'on s'appuie sur la vitrine scientifique, etc. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui payent. Et on sait bien que quand on est dans ce système d'organismes publics, etc., c'est pas forcément là qu'il y a de l'argent. Donc à un moment donné, il faudra avoir des activités privées pour qu'ils puissent encaisser à la fois le rachat des terrains et les coûts liés à la construction de ce nouveau complexe. Et nous pensons que sur notre territoire, les activités de loisirs au sens large, alors sans doute du indoor, parce que nous sommes près de l'autoroute, il faut quand même penser à ça, on va faire des activités de plein air, mais on voit qu'aujourd'hui, ce qui concerne l'e-gaming, l'e-sport, peut-être un pôle santé autour de la biotech, des éléments aussi autour de la culture, du spectacle, pourquoi pas une salle de spectacle, des cinémas, voilà, il peut y avoir un certain nombre de pistes. Encore une fois, dans un projet à construire avec les partenaires et les habitants. Une question rapide, vous me répondez rapidement tous les trois, parce qu'on va passer au reste de votre programme, juste pour que tout le monde comprenne bien. En attendant qu'une décision de la Cour d'appel, on ne sait pas encore la date, si cette décision est négative, est-ce qu'il y a d'autres recours possibles ou est-ce que ça s'arrête là? Et si cette décision est négative, pour ceux qui ne connaissent pas tout le dossier dans le détail, est-ce que ça remet tout en cause ou une partie seulement? Vous me répondez tous les trois. Le recours suivant, c'est la Cour de cassation. Oui, donc ça repousserait encore un peu plus loin. Et si in fine, l'exploitant perd tout, est-ce que ça remet tout le projet en cause? Alors, je pense que si la décision est négative, effectivement, le projet s'arrête. Nous avons délivré un permis de construire modificatif numéro 3 en décembre, le 3 décembre, et parce que nous ne savions pas si l'autorisation d'exploitation commerciale était encore valide ou non. Il se trouve que tous les calculs faits, cette autorisation d'exploitation commerciale est caduque au mois de janvier, et donc nous sommes en train de faire ce qui est nécessaire de faire pour arrêter ce permis de construire modificatif numéro 3. Il lui restera le permis initial, qui est valide encore, mais il ne pourra pas le mettre en œuvre n'ayant plus d'autorisation d'exploitation commerciale. Marc Denis ? Oui, je crois que, personnellement, j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2020. Il y avait toute une phase de concertation depuis 2012, enquête publique, déclaration d'utilité publique par l'État et tout. Et malgré cela, nous n'avons pas eu une compréhension du projet. Donc, quel que soit le cas de figure, moi, je souhaite que, premièrement, on recherche un consensus autour du projet.
Ça sera beaucoup plus simple si les procédures administratives le poursuivent. Mais dans tous les cas, sur les 4-6 premiers mois, recherche de consensus. Et pour cela, moi, je propose une méthode très simple avec des ateliers citoyens, de façon à ce que nous ayons une compréhension partagée d'un problème très complexe et que, autour de 2 idées centrales, premièrement, ça sera ni Open Sky, ni Village, peut-être la Cité des Sciences, que nous ayons, il peut y avoir d'ailleurs un accord là-dessus sur la part scientifique, mais une appropriation, une vitrine de Sophia sur les savoir-faire de Sophia et de façon ludique, bien sûr. On a aujourd'hui des techniques. La deuxième chose, sur la deuxième partie, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on développe un écoquartier et qu'il y ait de l'habitation sur ce secteur si on veut préserver le reste du territoire de la commune. Je sais que l'un et l'autre y sont opposés, mais je pense que c'est une nécessité par rapport à l'avenir de notre commune et qui permettrait de répondre à des besoins criants de logement que l'on a de la part de notre propre jeunesse, et ça avec une maîtrise communale, pour éviter qu'on ait du béton inutile. Christophe Ettoré, je vous donne juste 2 indices. Il nous reste un quart d'heure à peu près. Il faut qu'on parle du reste de votre programme. Et je m'en doutais, Marc Denis, vous êtes très en avance parce que je sais que vous parlez beaucoup. On va essayer d'équilibrer ça. Rapidement, Christophe Ettoré, donc apparemment, si cette décision de la Cour d'appel est négative, il faut tout reprendre à zéro. Qu'est-ce que vous proposez du coup ? Je crois l'avoir dit. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous le résumer pour qu'on retienne bien avant de partir à la suite ? C'est pareil, j'ai parlé d'une démarche justement avec les différents partenaires institutionnels pour redéfinir un projet commun. Ne pas oublier aussi un objectif qui était dans la ZAC de départ, qui est la requalification de l'entrée de Sophia Antipolis, parce qu'avec l'abandon notamment de la destruction des portes de Sophia, je crois que cet objectif n'est pas tout à fait atteint aujourd'hui. Donc reprendre les objectifs de départ de la ZAC, qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique pour rebâtir un projet, ce qui va mettre du temps. Moi, je veux bien en 3 mois ou en 6 mois, mais pour rebâtir ce type de projet, ça va remettre des années. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, je reviens, excusez-moi, je suis toujours un petit peu terre à terre, mais aux finances communales, aux sommes avancées, qu'est-ce qu'elles deviennent si on repart pour 5 ans, 10 ans, encore d'élaboration de projet par rapport à la participation que nous doit et l'argent que la commune a avancé. Mais c'est un point important, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai bataillé, j'ai voté contre en conseil municipal le fait que la commune reprenne la gestion de la ZAC, parce que c'est la commune aujourd'hui qui assume ces avances financières. Il y en a eu pour 43 millions de travaux. La commune a avancé, donc je pense d'ailleurs grâce aux réserves qui avaient été faites les années précédentes, puisqu'il n'y a pas eu d'emprunt pour financer ces travaux-là, donc les réserves accumulées depuis des décennies, et une incertitude très forte. Voilà, pour rebâtir effectivement un projet, comme je l'ai dit, basé plutôt sur des activités de type loisir. Pardon, si je peux terminer, parce qu'il y a eu un point important. Effectivement, nous sommes contre, contre vraiment le fait de mettre des logements sur ce secteur-là, peut-être quelques-uns, mais en tout cas de mettre des logements de façon massive. Et pour diverses raisons, on est près de l'autoroute, qualité de l'air, on en parlait, mais surtout par rapport à notre commune, qui est déjà une commune éclatée sur son territoire, entre différents pôles, le village historique, ici, Garbegère, sur Sophia Antipolis, des quartiers pavillonnaires, créer un nouveau pôle de vie complètement à l'opposé de la commune. Beaucoup de Valbonnais ne savent même pas que, d'ailleurs, c'est la commune de Valbonne, à cet endroit-là, sans aucun service public. On va créer de nouveaux besoins pour ces populations-là, en termes de crèches, d'écoles, d'installations sportives, ou renvoyer tous ces habitants à revenir ici sur Garbegère, donc rajouter des mouvements pendulaires de voitures aux heures de pointe, etc. Donc nous en sommes contre. Voilà, donc pour les arguments sur le logement, je rejoins Christophe Ettoré. Par contre, sur la gestion du projet, d'abord on a repris la maîtrise d'ouvrage et ça a été un bien parce que en fait tous les terrains de la zone 2 qui appartenaient à la commune au démarrage, Marc Denis en a fait cadeau à la SPL, étaient perdus pour la commune. Donc on les a retrouvés et lorsqu'il indique que j'ai fait un échange de forêt contre un terrain constructible, oui, seulement dans son cas de figure, le terrain constructible appartenait déjà à la CASA. Donc me reprocher quelque chose que j'ai mis en avant pour sauver de la forêt, voilà. En ce qui concerne les infrastructures, effectivement, on a réalisé des infrastructures. Pourquoi est-ce qu'on a lancé les infrastructures sans savoir si le projet allait être viable ou pas ? Parce que, comme on l'a dit, la Technopole avait besoin, pour son développement, d'une
belle entrée de la commune. Et donc, il fallait réaliser les routes. Dans un deuxième temps, la CASA voulait candidater pour accueillir le congrès mondial des technopoles. Et pour ce faire, ils avaient besoin dans leur dossier de réalisation avant que ce congrès mondial puisse se tenir. Il doit se tenir en octobre 2026. Et donc, la CASA m'a demandé qu'on puisse lancer les réalisations des routes. Je fais une observation. La CASA devait apporter 5 millions, le département 5 millions. Parce qu'ils nous m'ont demandé de faire ces réalisations, on est passé de 5 millions à 13 millions pour la CASA. Effectivement, on a sécurisé la réalisation de ces infrastructures. Pour le financement, évidemment, le promoteur a déjà payé 4 millions. Les titres de perception ont été émis et donc on devrait aller en justice pour réussir à obtenir le paiement parce qu'il nous le doit. Et de toute façon, la vente des terrains de la zone 2 qui nous était perdue puisque nous n'avions plus la main si on écoutait M. Ettoré. La vente de ces terrains rapporte 18 millions, donc il restera à la commune 3 millions d'euros sur ces infrastructures. Évidemment, on demandera à nos partenaires de nous aider au cas où le promoteur est défaillant. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vais vous proposer une chose, ce n'est pas encore la phrase de conclusion. Je vais vous demander une chose. Pour les Valbonnais qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas que le village de Sofia, est-ce que vous pourriez nous dire, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il faudrait retenir qui fait la particularité et l'originalité de votre programme que vous allez encore développer dans le mois de campagne qui reste à venir, en essayant de vulgariser au maximum. Christophe Ettoré. Oui, c'est compliqué parce que vous réduisez du coup beaucoup le programme qui a quelques axes importants. Donc il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à votre question dans ce que nous proposons, mais par contre des choses qui nous semblent fondamentales. Je ne m'étendrai pas dessus, mais nous l'avons dit, rétablir les finances communales, des finances saines, parce que de toute façon, sans finances, nous ne ferons rien, pour éviter à tout prix, au cours du prochain mandat, d'être obligé d'augmenter la taxe foncière, puisque c'est le seul levier de recettes que nous avons, voire de rendre payants les parkings qui participent aussi de l'attractivité de notre commune, et qui nécessitera de toute façon de réduire les investissements au cours du prochain mandat, puisque la plupart, si ce n'est la totalité des investissements, devront être faits avec de l'emprunt et des subventions. Autre axe important, qui n'est pas non plus forcément très rock'n'roll, mais c'est d'améliorer la sécurité dans notre commune, un axe important. Alors quand on parle de la sécurité, ce n'est pas forcément l'insécurité contre les personnes. La police municipale, par exemple. C'est par exemple, en tout cas, réassurer la présence de la police municipale jour et nuit, comme ça n'était plus le cas ces derniers mois où ça vient plein de lettres depuis quelques semaines. C'est aussi, là aussi, avoir une réflexion et rétablir l'éclairage public, même la nuit. Alors je sais que là aussi, il y a des arguments écologistes par rapport à cet éclairage nocturne, mais aujourd'hui, on peut faire de l'éclairage nocturne intelligent. On peut mettre des LED, ce qui a été fait en partie, mais on peut mettre aussi des détecteurs de présence. On peut réduire la luminosité aussi. Et on peut même s'appuyer sur Sofia Antipolis pour développer des applications qui permettent, à partir de son smartphone, de déclencher l'éclairage public. J'ai vu un reportage l'autre jour, comme quoi ça se faisait dans certaines communes. Je peux même la citer. C'est un reportage, c'est Menucourt, dans les Yvelines, que je connais bien. J'habitais pas loin de ça. Donc ça veut dire ça, l'éclairage, la police municipale, bien entendu, mais ça veut dire aussi développer la vidéosurveillance, une vidéosurveillance aussi qui fonctionne bien, parce que c'est pareil, vous pouvez avoir de la vidéosurveillance, mais quand en hiver, à partir de 18h le soir, vous vous garez sur un parking comme celui des anciens combattants et qu'il n'y a plus une lumière, de toute façon, vous pouvez avoir des caméras, elles ne sont pas infrarouges, elles ne servent à rien. C'est aussi travailler, ce que vous avez commencé à faire, mais que nous continuerons, sur les cheminements doux, piétonniers, sécuriser les intersections, parce que là aussi il y a des pistes cyclables, mais qui ne sont pas forcément sécurisées par rapport aux voitures. C'est aussi favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est tous ces aspects de la sécurité qui sont pour nous très importants. Et puis je terminerai par 2 points rapidement. C'est ce qu'on a dit, redonner plus de vie au village et retrouver l'âme de notre village avec un soutien aux commerçants, avec un renouveau des fêtes et des animations. Excusez-moi, mais je ne sais pas si vous êtes venus au marché de Noël cette année. Avec la pluie, ça donnait plutôt envie de pleurer. Et en établissement des règlements plutôt concertés avec les habitants, plutôt que quelquefois des interdictions plutôt arbitraires.
Et dernier point, la revitalisation aussi de ce quartier, le quartier de Garbegère. Alors, je sais bien que là, d'un point de vue social, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites là. C'est d'ailleurs une politique que nous avions entamée depuis des années. Les locaux commerciaux se vidaient, on les rachetait et puis on développait le secteur associatif, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut changer l'approche. En tout cas, c'est ce que nous essaierons de faire par une approche plutôt économique, par le développement économique, essayer de relancer de l'activité commerciale, du commerce, en utilisant justement que les locaux que la commune possède pour avoir, avec un cahier des charges, essayer d'attirer des commerces. Et qui déboucheront après aussi, dans ce cahier des charges, sur des actions sociales et culturelles. Marc Donis, quel point les Valbonnais qui nous écoutent doivent-ils retenir de votre programme si vous êtes élu maire dans un mois? Je ne reviens pas sur ce que vient de dire Christophe Ettoré, je partage et on l'a sous à peu près la même Finance forme et sécurité, dans à notre peu près. programme. Très bien. Quelle est la spécificité de Valbonne, Sophia Antipolis? C'est d'avoir, dans un cadre privilégié de la nature, accueilli la première technopole d'Europe. Nous sommes la commune principale en termes de territoire de la première technopole d'Europe. Et dans la conception que nous avons eue il y a un peu plus de 30 ans de l'avenir, nous sommes dit, il faut qu'on résolve une équation qui peut apparaître contradictoire. C'est comment préserver notre nature tout en répondant aux problèmes et au développement de la technopole. Ça veut dire le logement, ça veut dire l'activité, ça veut dire l'emploi, bref, toutes ces questions-là. Et nous sommes partis sur une notion très simple. Nous devons avoir un modèle qui permette, entre guillemets, de sanctuariser 80% de notre territoire dédié à la nature. C'est simple. Or, si on veut que cela perdure dans les années à venir, dans les 15-20 ans à venir, il faut, et c'est pour ça qu'on en est arrivé, et j'entends ce qui est dit sur le logement cloisonne, à la nécessité de faire des logements avec un écoquartier, un nouveau secteur qui permette de préserver tout le reste du territoire dans l'essentiel. Sinon, on lègue aux générations futures le soin de devoir attaquer la nature. C'est un élément fondamental. La deuxième chose, on a une population qui vieillit. Nous avons tout un projet autour de la santé, sur bien vieillir à Valbonne, avec une résidence senior, et je crois qu'on a projet. Non, mais excusez-nous, on avait le projet en 2020. Donc, oui, mais vous l'avez paralysé. Non, c'est vous qui avez été élu. Oui, mais vous avez été à la tête de la commune très longtemps. Oui, entre-temps, on a fait un EHPAD. Tout ne se fait pas en un jour. Et vous le savez fort bien. Donc, pas de polémique là-dessus. Donc là, ce serait on pourra se rejoindre, par exemple, sur la mutuelle communale. J'ai vu qu'on avait la même volonté, tant mieux. Moi, je ne recherche pas les oppositions artificielles. Chaque fois que c'est bon pour la commune, parfait. Il y a dans notre programme, en fondamental, nos enfants, la priorité des priorités. Par exemple, il va falloir adapter nos écoles au changement climatique. Et, par exemple, il va falloir climatiser un certain nombre de classes et pas faire simplement un deuxième îlot fraîcheur. Et je propose qu'on crée un pôle municipal de santé scolaire. C'est pour ça que, dès le début du mandat, nous réunirons tous les professionnels du médical, paramédical, de façon à avoir une politique dans les différentes couches de la population, dont la population scolaire, qui permettent de répondre aux enjeux. Et enfin, dans la préparation de l'avenir, il y a un enjeu majeur, préparer notre commune à l'envahissement qui va être, au bouleversement plutôt, lié à l'intelligence artificielle. C'est considérable. Ça commence à l'être, ça aura des impacts en termes d'emploi. On l'a aussi sur nos enfants, en termes d'écran, en termes d'apprentissage, dans les familles, bref, il y a une révolution là-dessus. Et nous souhaitons une politique communale en la matière. Je vous presse un peu parce qu'il ne faut quand même pas trop qu'on dépasse l'heure. Vos priorités de programme, Joseph Césaro, et ensuite on conclut. Non, mais avant de parler des priorités, je voudrais quand même sourire
Marc Donis dit je veux préserver la nature. Le Figuret, 158 000 m² de SDP qui aurait dû être construite. SDP, et c'est grâce, SDP, ça veut dire surface de plancher, pardonnez-moi. Ouais. Et c'est grâce à un courrier que, avec Elisabeth Debordes, on a fait parvenir au préfet de l'époque que ce projet a été stoppé et qu'on a réduit à 30 000 m². Près de Bâti a été vendu par la commune pour construire des logements. Donc là encore, on a, sauvé la forêt. Enfin bref, les Bourrelles, Beaumont, partout où Marc Donis a voulu construire, c'était la forêt qu'on allait détruire. Nous l'avons préservée et nous avons même mis une obligation environnementale sur les 15 hectares qu'on a rachetés de la forêt du Figuret pour que cette forêt soit sanctuarisée. Notre programme, il se décline en 4 axes. Le premier axe, c'est pour une ville nature et innovante. Nature parce que, évidemment, la santé est primordiale et donc on doit s'y atteler. Innovante parce que, d'une part, sur l'ensemble des actions de la commune, il faut qu'on puisse innover et prendre en compte les évolutions technologiques. Et puis innovante parce qu'on est sur des technopoles. Et je rappelle que le quantique va arriver demain et qu'il faut qu'on soit en capacité de l'accueillir. Construire l'avenir ensemble. On a mis en place des conseils de quartier avec un financement. Donc les habitants ont pu faire des choix et les mettre en œuvre tout au long de notre mandat. On voudrait renforcer encore la participation des habitants à la gestion de la commune. Et puis, évidemment, on veut une ville conviviale et solidaire. Conviviale parce qu'il fait bon vivre à Valbonne et il faut que ça continue à être cela. Et puis solidaire parce que on a mis en place, par exemple, l'épicerie solidaire ici parce qu'il y avait un vrai besoin. Et sur le social, on continuera à travailler. Et enfin, les quartiers et les liens avec la CASA. Alors, il faut qu'on conclue. Je sais que vous m'avez demandé la parole, Marc Donis, vous allez le dire dans votre conclusion. On a tiré au sort, parce que celui qui parle en dernier est avantagé. C'est vous qui commencez, Marc Donis. Je vous demande de faire quelque chose d'assez court, parce qu'on a dépassé largement l'heure. Oui. Et donc, en creux, je suis désavantagé, puisque... C'est le tirage au mais sort. je plaisante. C'est le loto. Je plaisante, on est dans un débat, on n'est pas... Bon. Je demande juste d'être assez rapide. Je voudrais revenir quand même, préserver la forêt. Non, c'est 15 hectares en l'occurrence. La forêt du Figuret, elle fait 130. Et je rappelle que les 15 hectares en question, dans le PLU que vous avez trouvé, ils étaient en zone verte, boisée, classée, non constructive. Je ferme la parenthèse. En l'occurrence, c'est dommage qu'on ait passé beaucoup trop de temps sur le sujet précédent, parce que là, on est au cœur de comment, dans les 15-20 ans à venir, continuer à se développer la technopole et on maintient cet équilibre. Oui, c'est un équilibre pour un développement harmonieux. Quand, par exemple, il a fallu construire le lycée ou le collège, c'était un secteur où il y avait des arbres. Est-ce qu'on préfère avoir quelques hectares dédiés à la construction du lycée qui font que nos enfants ne font pas une demi-heure, 1 heure de trajet par jour, ou préserver, sanctuariser les quelques arbres en question? Nous avons tranché. Pour en arriver au fond, un maire seul, sans des services, sans une équipe, sans une population qui appuie, qui est en adéquation avec cela, ne peut rien. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité que, on donne beaucoup plus de place, par exemple, à nos concitoyens dans la prise de décision. Par exemple, le projet sur le Open Sky, ça serait avec un référendum. Deuxièmement, une équipe qui soit diverse, représentante des habitants de notre commune et qui soit soudée autour d'un projet que nous présenterons à nos concitoyens dans les jours qui viennent. Alors, dans le tirage au sort, c'est Joseph Césaro en numéro 2. Donc, votre conclusion à ce débat? Oui, écoutez, ce débat a montré une chose essentielle, c'est que même si on a beaucoup de différences, on a un attachement profond à notre commune et à ceux qui habitent dessus. Je crois que c'est ça qui caractérise notre envie de continuer à faire ce qu'on a fait. On veut garder le cap parce qu'on a
fait beaucoup de réalisations et je crois que c'est sensible dans tous les quartiers. Et je voudrais dire ici que mon engagement, il est clair. Et je veux agir avec sérieux, je veux de la transparence, de la proximité. Et je veux évidemment réussir à emmener la population. Et je crois que la réunion qu'on a tenue ici, où on a eu salle comble et un dépassement, a montré que notre projet, il est fédérateur et il donne envie. Merci Joseph César. On va terminer avec vous, Christophe Ettoré. Votre conclusion à ce débat? Merci. Oui, si un certain nombre de constats semblent partagés, moi et mon équipe, j'ai une vision pour notre commune actualisée sur les nouveaux enjeux environnementaux, de l'intelligence artificielle, de la solidarité. Et si les Valbonnais me choisissent, nous devrons redonner l'excellence à notre commune durant ces 6 ans. On a parlé de l'éducation, on a parlé du rayonnement international de la commune et de Sophia Antipolis. On pourrait parler aussi de l'art, de l'artisanat d'art. Je ne gouvernerai ni contre ni avec aucun clan, mais avec des compétences, internes ou externes, à mon équipe, et des plans d'action très précis pour nos priorités que j'ai dévoilés là, consultables sur notre site internet, pas des promesses. Je suis un candidat de rassemblement, je ne vise pas à 64 ans une carrière politique, je ne briguerai aucun autre mandat local ou national durant celui-ci, et dans 6 ans, je m'y engage aujourd'hui, je laisserai la place à d'autres, profitant à 70 ans de ce que la vie pourra encore m'offrir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je pense qu'on a pu aller au fond des dossiers. Merci à tous les trois. Je rappelle que le premier tour, c'est le 15 mars. Le deuxième, c'est le 22 mars. On se verra peut-être entre les 2 tours, d'ailleurs. Très bonne journée et à bientôt, toujours sur la plateforme France.tv pour d'autres débats.